Bien, donc je termine la réalisation de mon diagramme, de mon premier diagramme de classe. Pourquoi je dis premier diagramme de classe? Ici, je vais le... Pourquoi c'est le premier diagramme de classe? Parce que on est dans le processus de développement. On commence à développer notre application. On commence par l'étape analyse. Donc, c'est un premier diagramme de classe qui est déduit, c'est-à-dire de la première analyse. Mais on peut toujours le compléter ou bien le corriger durant le processus de développement. On peut ajouter des classes, enlever, ajouter des attributs, changer les attributs, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on dit un premier diagramme de classe. Même pour le diagramme de catégorisation, on peut dire premier diagramme de catégorisation. Parce que les modèles sont toujours... C'est-à-dire, ils ont toujours la possibilité d'être changés, ou bien optimisés, ou bien améliorés. Vous voyez, c'est selon la compréhension et le développement de l'application, dans le processus. C'est pour ça que le développement des logiciels, c'est un processus. En plus de ça, c'est un processus, c'est-à-dire qui est cyclique. On peut toujours revenir en arrière, c'est-à-dire il a un retour en arrière. Pourquoi on dit cycle de vie d'un logiciel? Donc, on a toujours un retour en arrière. On peut toujours revenir vers la... Bien sûr, on est dans l'étape X. On peut revenir à l'étape Y, c'est-à-dire l'étape précédente, pour changer des choses ou bien pour améliorer des concepts. Donc, un premier diagramme de classe, pourquoi on dit un premier diagramme de classe? Car on peut toujours le compléter ou le corriger dans le processus. Donc, une fois que j'ai proposé mon premier diagramme de classe ici, je vais essayer de compléter les classes en représentant les associations statiques et dynamiques et en définissant les attributs des classes, les multiplicités des associations et ainsi de suite. D'accord? Donc, j'ai tracé mon premier diagramme de classe par Modelio et on va toujours pouvoir l'améliorer. Pour le moment, ça s'appelle un diagramme de classe du domaine, bien de domaine. Pourquoi? Parce que ce sont les classes de données, c'est-à-dire c'est les classes qui contiennent les données du problème. Mais on sait que pour développer une application, on peut toujours avoir besoin, par exemple, des interfaces, de classes interfaces, pour créer des interfaces, ou bien, c'est-à-dire une IHM de l'application, si je puis dire. Donc, on peut toujours l'améliorer. Pour le moment, on a le diagramme de domaine qu'on a déduit à partir de l'analyse et la compréhension de notre exercice. Bien. Donc, une fois que j'ai proposé, on peut dire proposer un modèle. Pourquoi? C'est un diagramme de classe qu'on propose. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que le modèle n'est jamais unique. On peut avoir plusieurs diagrammes de classe. On peut proposer différents diagrammes de classe. L'essentiel, il faut que votre diagramme de classe soit valide. Que veut dire valide? Il reflète le réel. C'est-à-dire lorsqu'on va lire ce diagramme de classe, on va trouver tout ce qui concerne le jeu réellement. C'est-à-dire il n'y a pas une information en plus ni une information en moins. C'est-à-dire ça ne change pas la sémantique du jeu et il n'y a pas de données qui rentrent dans notre diagramme de classe sans utilité. C'est une redondance. Bien. Donc, une fois que j'ai mon diagramme de classe, je vais passer maintenant... Bon, on sait que dans le cycle de vie, le cycle de développement des logiciels, ou bien dans le processus de développement des logiciels, c'est-à-dire on peut utiliser un prototype. Que veut dire un prototype? On va passer à la programmation, malgré que la programmation, c'est une phase finale qui vient après la conception. C'est-à-dire une fois qu'on aura, modélisé tous les diagrammes. Mais on peut toujours, dans le processus, utiliser un prototype, c'est-à-dire une première programmation, une première idée de l'application. C'est-à-dire on peut avoir un code initial qui pourra nous aider pour améliorer la modélisation et la conception. Et ici, et aussi le prototype, il est utile pour le client. Si on va, parce que le client, bien l'expert du domaine, il est toujours avec nous, c'est-à-dire celui qui va utiliser l'application pour corriger, ou bien pour proposer, ou pour accepter, ou pour valider. Donc, c'est-à-dire notre travail. Donc, le prototype, c'est une application, c'est-à-dire qui ne contient pas, elle n'est pas complète à 100%, parce que l'application, elle sera complète dans la phase de la programmation, la phase finale du processus de développement des logiciels, c'est-à-dire on a analyse, conception et programmation. Mais on peut, durant l'analyse et la programmation, proposer un prototype, une première version de l'application qui n'est pas complète. Quel est le rôle du prototype? Il va aider le développeur à interagir ou bien communiquer avec le client, bien l'utilisateur, pour avoir des propositions, bien des corrections ou même des validations, c'est-à-dire des acceptations. Donc, je vais, pour pouvoir, créer mon prototype, c'est-à-dire mon premier code source, je vais premièrement utiliser Modelio pour pouvoir générer le premier code,
pour éviter que je vais écrire tout le code, je vais générer automatiquement le code pour générer mes classes et je vais compléter. Par exemple ici pour la classe play, pour l'opération play, je vais compléter le code play de l'opération play en utilisant bien sûr l'IDE Eclipse. Donc pour le moment, je vais premièrement générer mon code, c'est-à-dire le code Java en utilisant Modelio. C'est une génération automatique. Et puis j'aurai la possibilité d'utiliser l'approche reverse engineering ou bien la rétro-ingénierie pour pouvoir changer le code à travers le modèle et vice-versa. C'est-à-dire à partir du modèle, je peux proposer de nouvelles classes ou bien de nouvelles associations ou bien de nouveaux attributs ou méthodes et ça va se répercuter directement dans le code et vice-versa. Je peux ajouter du code source Java et ça va, c'est-à-dire se répercuter directement dans le modèle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais pour chaque classe, bien sûr, on doit être sûr ici qu'on a le Java Designer intégré dans notre modèle. Donc, vous voyez ici, je l'ai déjà ici. Donc, si jamais vous n'avez pas le Java Designer, il faut le configurer, bien sûr, en utilisant l'option configuration. Donc, j'ai mon Java Designer, je vais sélectionner la classe et puis je vais cocher ici sur élément Java. Donc, vous voyez, si j'ai le symbole ici Java, ça veut dire que cette classe-là, elle est prête à générer le code automatiquement. La même chose pour la classe taille. Donc, je vais cocher élément. La même chose pour la classe taille game. Et bien sûr, la même chose pour la classe high score. Très bien. Donc, je vais sélectionner ma première classe. Je vais vers Java Designer et je vais générer le code. Très bien. Donc, je peux l'éditer. Ici. Très bien. Donc, vous voyez qu'il m'a créé le corps de la classe, c'est-à-dire le corps principal de la classe player, toujours en respectant bien sûr les multiplicités que j'ai données, que j'ai proposées dans le diagramme, et bien sûr en me donnant les différents, c'est-à-dire les différents, comment dirais-je, les différents attributs, ainsi de suite. Bon, ici, il y a une erreur. Normalement, ici, c'est le int qui est égal à 0. Je vais changer au niveau de la classe l'attribut string. Ici, normalement, il n'y a pas de valeur, parce que c'est une chaîne de caractères, close. Mais dans le score, c'est-à-dire le score, au début, il est initialisé à 0, donc je peux l'initialiser ici, valeur 0. Vous voyez, j'initialise le score à 0, c'est une valeur initiale de l'attribut score. Très bien, donc je vais régénérer le code. Et puis, je vais l'éditer. Donc, vous voyez que j'ai public string name et j'ai public int score est égal à 0. Comme valeur initiale égale à 0. Très bien. Il m'a généré, bien sûr, les autres classes. Maintenant, je vais générer le code source de la classe die ou bien d. Je vais l'éditer. Très bien. La même chose pour die game. Donc, je génère et j'édite. Très bien. Et puis, pour la classe high score, qui est le tableau high score, je génère le code et je vais éditer. Très bien. Donc, j'ai ici le code source de mes quatre. Ici, c'est le diagramme de catégorisation, le premier diagramme d'analyse, deuxième diagramme de classe de domaine, et puis on a ici le code source de chaque classe générée. Maintenant, pour pouvoir faire du retro-engineering, on va utiliser Eclipse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va lancer Eclipse. Bien. Donc, je vais faire ici un switch. Avant de vous montrer le switch, il faut comprendre comment on va faire ce rétro-engineering. Normalement, le code Java qui est généré ici automatiquement par Modelio, où est-ce qu'il est localisé dans le disque dur ou bien dans notre machine?
Normalement, il est dans le workspace de modélisation.